Commander. Oui, cadet. Une petite navette vient de sortir de son mode furtif à proximité de la station. Ouvrez une fréquence. C'est fait. Vous êtes à proximité de la base stellaire Deep Space 57. Veuillez vous identifier, s'il vous plaît. Rapport de dommages. Dégâts très superficiels. La navette a vraiment très peu de puissance. Le traducteur universel est en panne. Qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là? J'ai fait Klingon deuxième langue au collège. On dirait que c'est un Klingon qui a un chagrin d'amour. Ouais, un Klingon bourré, quoi. Téléportez-moi ça en cellule et lancez le rayon tracteur pour récupérer sa navette. Alors si vous me cherchez, moi je serai dans mon bureau, j'ai une communication de Starfleet dont je dois prendre connaissance. Bien, Commander. What you are about to experience will drive you mad. We face a powerful enemy. What is happening on this cube? Something far worse is coming. Do you believe in hell? Neither did I until I saw it. Unless we act quickly. Hell will come again. Program complete. Bonjour et bienvenue à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes sur la base stellaire du Cadran Pop. Je suis Kiki et je suis bien content de vous accueillir dans ce tout nouveau podcast dédié à Star Trek. Podcast écoutable dans toute la galaxie et relayé par superpouvoir.com. Nous voici déjà arrivés à l'épisode 8 nommé Fragments brisés. Et pour en parler, nous avons toujours avec nous le Romulien Romain. Salut Romain. Salut tout le monde. Mais aussi, pour la première fois, un cadet. Mais un cadet que vous avez déjà entendu par le passé dans les podcasts After Watchmen. J'ai nommé Quentin. Salut Quentin. Salut. Alors, à la fin du podcast, vous entendrez les capsules de Marina et de Manu. Et pour la petite anecdote, le Klingon qu'on a entendu tout à l'heure, c'est Rémi de Star Trek pour les nuls, à qui on fait un petit coucou. Donc, il nous a fait la voix sur une traduction de Dragor. Donc, merci à eux d'avoir participé à leur manière à ce podcast. Alors, Quentin, on va commencer directement par toi. Tu vas nous expliquer quel était ton premier contact avec Star Trek. Mon premier contact exactement, je saurais plus trop dire, j'étais vraiment très jeune je pense, ça devait être mon père... Attends, tu dis que t'es très jeune mais t'as quel âge là exactement? J'ai 28 ans. Alors j'ai pas du tout, je me considère pas du tout comme trekkies comme vous, hein. Je suis vraiment un noob, je pense que j'ai à peu près, au vu de ce que j'ai pu entendre dans vos précédents podcasts, je vais avoir à peu près le même niveau que Jay qui était là sur l'épisode 5 je crois, quelque chose comme ça. Parce que Jay, je crois qu'il a pas vraiment regardé Star Trek en fait, il découvrait plus tôt avec Picard. Bon alors moi j'en ai vu peut-être un peu plus que ça, j'ai vu les 10 films plus 3 plus récents, j'ai vu les 13 au total. J'ai déjà vu pas mal d'épisodes, d'un peu toutes les séries. Et j'avais suivi merci d'ailleurs à vous, j'avais suivi votre listing de l'épisode 0, bien à la lettre, j'avais tout regardé, c'est beaucoup de doubles épisodes, j'avais trouvé ça super intéressant, mais en fait je me suis jamais vraiment plongé dans l'univers de Star Trek, je savais jamais trop par où commencer, j'ai un peu de mal avec la première saison de la première série, je trouve ça vraiment lent, j'aime beaucoup Next Generation de ce que j'en ai vu. Et j'avais vu pas mal d'épisodes à l'époque étant enfant, c'était peut-être mon père qui regardait ça je pense. J'avais un petit jouet de Worf par exemple, donc je connais quand même pas mal l'univers. Mais je suis pas du tout fan comme vous, mais ça me passionne de vous écouter à chaque fois, même déjà sur Discovery. Tiens d'ailleurs, puisque tu as découvert un petit peu la série avec quelques épisodes qu'on t'a donnés. Qu'est-ce que t'as ressenti en voyant ces épisodes? Moi je me pose la question parce que nous c'est vrai que c'est des épisodes qu'on adore, mais même si on les recommande, ça fait partie de tout l'univers pour nous si tu veux. On sait qu'on les aime aussi parce qu'on connaît ces équipages, etc. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ces épisodes en les voyant comme ça de manière très indépendante? J'ai à peu près tout aimé, je dirais. J'ai bien aimé l'arc Romulan. J'ai par exemple beaucoup aimé le double épisode Unification. Je me suis refait aussi Star Trek Nemesis, le film. Des fois c'était pas évident de se plonger un peu dans le contexte en fait. À chaque fois j'avais toujours au moins 10 minutes pour me dire ah ouais d'accord là on en est à peu près là. J'avais été par exemple un peu paumé au début de l'épisode de Hugh, saison
5 de la nouvelle génération, ouais. Un des derniers épisodes. Par exemple, au départ, ouais, je savais plus trop où on en était, j'étais un peu paumé, mais sinon, si, par exemple, Le meilleur des deux mondes, j'ai vraiment beaucoup aimé, en 2 parties aussi. Je sais plus trop ce que j'ai regardé. Je me suis refait aussi le film First Contact et le film Generations aussi que je me suis refait, que j'aime vraiment pas trop. Donc ça dépend. Sur tout ce que j'ai regardé, j'aime vraiment la plupart de ces épisodes. Ouais. J'aime beaucoup l'arc Picard. Vous aviez donné 4 épisodes, je crois. Le final de la série, par exemple, est vraiment bien. Je trouve toutes les bonnes choses ont une fin. Je crois que c'était ça le nom. J'ai plus la liste. Tout à fait. Je le trouve vraiment bien, et celui-ci par exemple on peut vraiment le prendre indépendamment. Celui-ci je me suis pas du tout retrouvé paumé, je me suis pas trop posé de questions, et peut-être aussi parce que j'arrive bien à identifier qui sont les Romulans, qui sont les Borg, ce que c'est, comment enfin de manière générale je me perds pas dans cet univers là en fait. Mais du coup, qu'est-ce que t'as pensé des 7 premiers épisodes de Star Trek Picard ? Déjà, je suis pas du tout un hater je sais que vous avez un peu de mal de manière générale avec Discovery. Moi, j'aime plutôt bien Discovery. Là, c'est vraiment différent Picard. Pour l'instant, j'ai vraiment aimé le premier, le troisième, le cinquième. J'ai bien aimé le 7ème et j'ai bien aimé celui d'aujourd'hui. Sinon, il y en a que je trouve vraiment moins bien quand même. Par exemple, le 2ème, je comprends pas pourquoi il faut 3 épisodes pour lancer cette série déjà. Je pense qu'un seul double épisode au départ ça aurait été suffisant. Je pense que le 2 aurait pu être distillé plus dans le premier, dans le 3ème. Ou même les 3 premiers là. Ce qui était prévu d'ailleurs. D'accord. 2 épisodes et finalement ils ont eu beaucoup de matériel et ils se sont dit allez on va faire 3 épisodes. Un peu comme ils avaient fait avec le Hobbit, si vous vous rappelez. Ça s'est passé exactement de la même façon. Voilà. Et en effet je trouve que finalement avec le temps on se dit tous un peu la même chose, que ces 3 épisodes auraient pu largement tenir en 2 épisodes. Enfin en un double épisode qui lançait une saison de 8 épisodes au lieu de 10 par exemple. C'est ça. Ouais c'est ça. Entièrement d'accord avec ça. Je trouve ça plutôt beau et plutôt sombre quand même comme truc. C'est assez dark par moment. Je pensais que ce serait peut-être un peu plus léger. Il y a des acteurs que j'aime plus que d'autres. J'ai un peu de mal avec, je pense comme vous et à mon avis comme à peu près tout le monde, le Narek et sa sœur là. J'ai vraiment du mal. Et en fait j'ai vraiment l'impression là qu'on se rapproche de la fin de cette saison, que c'est une série en 30 épisodes quoi. Je pense qu'on en reparlera peut-être dans 2 semaines, mais enfin, je pense qu'en fait la fin de cette première saison ça va être le fin d'un premier arc, sur 3 quoi. Je sais pas comment, je suis peut-être pas très clair, mais... Je suis assez d'accord, hein. Je le vois comme ça, hein. Au moins, si c'est pas au niveau du récit, que ce soit au moins d'une manière thématique. Ouais. Ils vont pas tout boucler là en 2 heures de ce qui reste sur les 2 semaines qui arrivent. Non, je pense pas. Je pense qu'ils vont rebondir sur autre chose, ouais, de plus grand peut-être. Tu vois, je suis pas trop d'accord avec vous. On en reparlera dans la partie un peu plus spoil, mais justement, c'est une des réflexions que je me suis fait en voyant l'épisode numéro 8 dont on va parler aujourd'hui. Et ben justement, on va commencer tout de suite. Romain, qu'est-ce que t'as pensé de l'épisode d'aujourd'hui ? J'ai été très content, hein. Je dois dire que j'ai été très content. L'épisode s'appelle Broken Pieces, donc les pièces brisées, hein, les pièces du puzzle, et finalement ça a été l'épisode des réponses. C'est marrant comme il y a énormément de questions qu'on s'était posées la semaine dernière avec Martin Winkler, et je trouve qu'il y a eu énormément de beaucoup des questions qu'on s'est posées la semaine dernière ont été répondues dans cet épisode. J'ai presque envie de dire que toutes les questions qu'on s'était posées dans l'épisode précédent ont été répondues dans cet épisode, et j'irais même jusqu'à dire que ça a un peu mis à mal la théorie de Martin selon lequel les scénaristes n'avaient pas tout prévu depuis le début, parce que finalement avec les explications qui ont été données dans l'épisode 8, je trouve quand même que justement on a à peu près les réponses à toutes les questions qui nous sont données, et toutes les pièces de l'échiquier sont en place pour un dernier acte qui devrait être très riche en action. Donc voilà, pour le reste je m'exprimerai dans la partie spoil, mais globalement très satisfait par cet épisode. Avant de te demander ce que tu en as pensé, Quentin, j'ai demandé à notre ordinateur le résumé de l'épisode. Ordinateur, quel est le résumé de l'épisode ? Résumé de Broken Pieces sans spoiler. À bord du vaisseau, Jean-Luc Picard et l'équipage découvrent des secrets qui remontent à des générations et qui expliquent en partie l'attaque sur Mars. Pendant ce temps, Narissa ordonne à ses gardes de capturer Elnor, déclenchant ainsi une réaction en chaîne inattendue sur le cube Borg. Donc toi, Quentin, est-ce que ça t'a plu l'épisode d'aujourd'hui du coup ? Ah oui, j'ai plutôt aimé, oui. J'ai trouvé, comme Romain vient de le préciser, j'étais content d'avoir toutes ces réponses en fait.
les scènes, et alors étrangement j'ai vraiment du mal jusqu'alors, j'avais vraiment du mal avec les scènes sur le cube Borg, et là je les trouve vraiment pas mal, ces scènes sur le cube Borg. Je trouve que tout est bien, vachement dynamique, on passe d'un groupe de personnes à un autre, et ce coup-ci ça le fait vraiment bien. J'avais noté que c'était la réalisatrice de l'épisode 6 que j'avais pas aimé, qui revenait sur cet épisode-là, et je trouve qu'en termes de mise en scène, il est vraiment pas mal. La semaine dernière, il y avait des lumières qui étaient vraiment mortelles, et là, je trouve que il y avait aussi de belles lumières. La musique faisait pour beaucoup dans cet épisode-là, je trouve. Et ouais, je l'ai trouvé vraiment bien, sans rien spoiler. J'aime pour l'instant vraiment beaucoup le personnage de Rios, et du coup, j'étais ravi de voir ce qui se passe dans cet épisode. Donc, voilà. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, hein. Rios c'est aussi un de mes personnages favoris, et là d'avoir toutes ces incarnations aussi bien utilisées, ça m'a fait vraiment très plaisir. Je trouve qu'il y a beaucoup de personnages qu'on a un peu critiqués depuis le début, ou beaucoup critiqués depuis le début, qui sont mis en valeur dans cet épisode. Bon, Rios, on l'avait pas critiqué, mais c'est l'apothéose, on va dire, hein, c'est son épisode. Mais je trouve aussi qu'il y a de très bonnes séquences avec Raffi, et bien malgré moi, j'ai trouvé que cet épisode réussissait enfin à donner un peu de profondeur au personnage de... On n'arrête pas de l'appeler la sœur, ce qui est pas très valorisant, mais enfin la personnage de la méchante Romulaine. J'ai trouvé que cet épisode lui donnait enfin un peu de profondeur. On en reparlera plus tard, mais voilà, puisque vous en parliez. Ouais, et d'ailleurs, justement, moi, ce que je voulais rebondir sur l'écriture, parce qu'effectivement, on en a beaucoup parlé avec Martin la semaine dernière, qui nous disait, bah oui, des fois, il y a des trucs qui sont mal écrits, c'est à se demander si chacun s'occuperait pas de sa partie, et que ce qui expliquerait que certaines choses sont réussies ou d'autres, et pas d'autres, parce que effectivement, les scènes sur le cube Borg sont plutôt réussies cette semaine, et d'ailleurs, finalement, il n'y a pas vraiment de partie ratée. Il n'y a pas vraiment de déséquilibre, mais il est à noter que Michael Chabon est le seul scénariste à bord de cet épisode, ce qui explique peut-être cela. Donc moi je suis assez content, et effectivement je trouve que Narissa, qu'on n'a pas arrêté de bâcher depuis le début de la saison, a enfin une vraie épaisseur et enfin intéressante pour autre chose qu'être la méchante qui est méchante et qui tripote son frère. Et Raffi aussi, effectivement, le fait qu'elle mène l'enquête, qu'elle montre que oui, effectivement, Jurati, elle s'en était méfiée depuis le début, enfin plein de choses comme ça qui montrent qu'effectivement, c'est quand même quelqu'un qui s'occupe de la sécurité, donc elle est vraiment pleinement dans son rôle d'essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Et puis de remettre aussi Papy Picard un peu sur les rails. Donc j'ai trouvé qu'effectivement tous les personnages qui en général sont plutôt sous-évalués ou sous-utilisés, là il remontait un petit peu. Il reste encore peut-être un peu Jurati qui pêche un peu, mais dans l'ensemble franchement ça se passe plutôt bien. C'est qu'ici il y a quand même Elnor qui sert un peu à rien, mais bon, on va entrer directement dans la zone spoiler, donc on va en parler tout de suite de toute façon. Red alert! Where's Hugh? What is happening on this cube? All right. I'm here. Sorry. Program complete. Alors du coup, l'épisode commence comme d'habitude par un flashback qui a été fait il y a 14 ans, qui se passe il y a 14 ans, où on revoit donc O, Narissa et Ramda, dont on apprend dont c'est la tante, ce qui explique les liaisons entre Narek, Narissa et cette ex-Borg sur le cube Borg. On apprend également, via une scène après le flashback, que peut-être c'est la remontrance, ils appellent ça la remontrance qu'a subi Ramda, qui aurait fait défaillir l'assimilation des Borg du vaisseau du Tal Shiar. Donc pourquoi pas. Moi, il y a surtout ce que j'ai noté, donc c'est que dans cette scène-là, on apprend vraiment l'origine du Zhat Vash.
pourquoi il est là. Donc en gros, c'est une extrêmement ancienne civilisation qui a créé tout un système solaire avec 8 soleils et une planète au milieu et un message très important pour dire attention, nous on a essayé l'intelligence artificielle et ça s'est très très mal passé, donc ne faites pas comme nous. Et donc du coup, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que peut-être, alors c'est plus une théorie que quelque chose de vraiment concret, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que j'ai l'impression que comme beaucoup de fois dans Star Trek, à chaque fois qu'une intelligence, une ancienne civilisation extraterrestre éteinte et veut faire part de son héritage, elle manipule un peu les réceptacles qui en prennent connaissance. Ça arrivait à un nombre incalculable de fois dans Star Trek, on peut parler de Data par exemple, cet épisode avec les masques. Et donc je me demande si les Romuliens, parce que donc du coup O, dans son petit monologue, elle explique que leurs aïeuls étaient venus sur cette planète-là il y a très très longtemps, donc on peut imaginer que c'est peut-être même avant le schisme romulien-vulcain, et que du coup peut-être que justement cet avertissement est aussi accompagné d'une sorte de manipulation mentale qui oblige donc les personnes qui ont pris connaissance de cet avertissement d'être comme des sortes d'hôtes qui vont du coup tout faire pour empêcher, un peu comme si c'était une maladie, comme si c'était un virus, quoi, tout faire pour empêcher l'intelligence artificielle d'émerger. Ce qui fait que peut-être Jurati, le fait d'avoir une fusion mentale avec O, fait qu'elle était elle-même infectée, et peut-être quelque part on peut considérer que le Zadvash, qui est une secte qui se perpétue, et toutes les personnes avec qui elles auraient fusionné, sont peut-être finalement agissent malgré elles quelque part. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une théorie vachement intéressante. Ça pourrait vouloir dire que finalement tout ça repose sur une erreur, qu'ils ont été manipulés et qu'en fait peut-être que c'était pas les androïdes qui étaient responsables ou etc. Moi ça m'a fait énormément penser, peut-être un petit peu trop penser à un jeu vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle Mass Effect, parce que le scénario, alors je sais pas si vous connaissez tous les deux ce jeu vidéo, c'est un jeu vidéo de science-fiction qui est génial, vraiment génialissime, et qui est très inspiré de Star Trek, donc c'est un peu un retour à l'envoyeur. T'as quelque chose qui s'appelle, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est quasiment la Fédération, t'as quasiment Starfleet, enfin les races ressemblent énormément aux races de Star Trek. Ceci étant dit, c'était beaucoup plus moderne que Star Trek quand c'est sorti. Il y en a eu 3 des Mass Effect, enfin je crois qu'il y en a eu 4, mais le 4e est un peu naze, mais il y en a surtout eu 3. Et en fait le scénario principal de Mass Effect c'est quasiment la même chose, c'est-à-dire que la Fédération, on va dire, retrouve une alerte. Il y a une espèce de messager comme ça qui leur transmet qu'une race maléfique va les exterminer s'ils ne font pas un certain nombre de choses. Et donc il y a même une scène de vision dans Mass Effect, c'est quasiment plan pour plan la même scène de vision que dans l'épisode le début de l'épisode. Ceci étant dit, cette parenthèse mise à part de petites on va dire de petites allusions très appuyées à Mass Effect, j'ai adoré cette première scène. Je l'ai adoré parce que déjà on réalise la force, la puissance de cette vision, puisqu'on voit ces Romulaines, certaines d'entre elles qui ne supportent tellement pas ce qu'elles voient, qu'elles se suicident immédiatement, qu'elles s'arrachent la peau, etc. C'est quand même une grande violence. J'ai aussi adoré parce que, comme je le disais dans la partie non-spoiler, ça donne enfin un petit peu de profondeur à notre amie Romulaine, notre sœur Romulaine, Narissa, et tu te rends compte qu'elle-même a été victime de cette vision, et que même si ça reste un personnage méchant, belliqueux, etc., elle a quand même une vraie motivation derrière ça et une vraie mission qui lui est apparue à ce moment-là. Ça ramène aussi ce personnage, excusez-moi, j'ai des gros problèmes avec les noms aujourd'hui, mais le personnage qu'on voyait depuis assez longtemps sur le cube Borg, Ramda, exactement. On se plaignait la semaine dernière avec Martin, Marina et toi qu'on avait l'impression qu'ils avaient oublié ce personnage, et en fait on se rend compte que non seulement ils l'avaient pas oublié, mais qu'en plus elle était au cœur de cette histoire, puisqu'on apprend un peu plus tard dans l'épisode que c'est certainement elle, du fait de sa vision et de sa connaissance, qui a causé cet immense bug qui a interrompu ce cube Borg et qui l'a fait se séparer du collectif. Donc j'ai trouvé que cette scène était d'une grande puissance, j'ai trouvé qu'elle donnait énormément de réponses, j'ai trouvé ça très satisfaisant. Comme je le disais, ma seule critique, c'est que ça ressemble quand même beaucoup à Mass Effect, et ça ressemble trop pour être un hasard. Et c'est pas la première fois qu'en plus le parallèle entre Star Trek Discovery par exemple est fait avec Mass Effect.
Donc, ouais, effectivement, je pense que c'est pas vraiment un hasard. Moi, il y a juste un truc que je voulais rajouter avant de donner la parole à Quentin sur ce sujet, c'est que du coup, je me demande si finalement ce qui s'est passé il y a 200 000 ans, finalement, n'a pas cette intelligence artificielle qui a été développée par cette race ancienne et mystérieuse, ça n'aurait pas débouché sur les Borg quelque part. Est-ce que quelque part, justement, l'évolution de ce qui a été fait à cette époque-là, ça serait pas ça, ce qui fait que ça pourrait avoir un peu le serpent qui se mord la queue, et que peut-être que dans la vision, il y a aussi une espèce de petit virus des origines quelque part qui fait que effectivement le cube Borg aurait complètement pété un câble. Donc voilà, ça repose absolument sur rien, c'est juste que à un moment donné je me suis demandé s'ils n'allaient pas nous faire l'origine des Borg, et ce sentiment-là est renforcé un peu aussi par le fait que, comme je le disais dans un podcast précédent, toute l'histoire de Star Trek Picard me fait vraiment beaucoup penser à la vibe que j'avais en lisant les romans de Shatner, les Super Star Trek, où là aussi il donnait une origine aux Borg. Quentin, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça ? Ouais, j'en pense qu'ils aiment bien les scènes d'intro violentes et choquantes quand même chez Picard là, pour l'instant, parce que j'étais vraiment sur le cul dès le départ là, ces pauvres femmes qui se suicident, et du coup j'allais vous demander par rapport à Ramda si j'avais bien compris, mais oui, du coup c'est ce que tu viens d'y répondre, Romain. Et par contre j'ai regardé l'épisode 2 fois, et la deuxième fois j'ai remarqué que on voit Data dans ces visions. Oui, tout à fait. C'est très vrai. Il y a un petit morphing très, très entre bref, hein. le visage d'un robot androïde, quelconque, ouais. Et qui se morphe en Data. En Data, ouais. J'ai trouvé vraiment très très efficace cette scène d'ouverture. En plus, tout à l'heure je parlais de la musique, il y a un passage au violon, j'aime beaucoup cette scène d'ouverture. Ouais. Disons que la vision de Data, elle est très intéressante, et ça explique aussi pourquoi depuis le début le Zadvash fait une fixation sur cet androïde-là, donc l'androïde d'Aj et Asha, et Soji, pardon, parce que apparemment dans leur vision déjà on parlait de Data, etc., etc. Ça pourrait expliquer leur obsession sur les deux jumelles. Ça n'explique pas complètement pourquoi, s'ils ont cette vision depuis longtemps, ils n'ont pas essayé de supprimer Data dès l'époque de Next Generation, par contre. Et on n'était pas encore au seuil, peut-être. Peut-être. Tu vois, on était encore... il était tout seul, il n'était pas si développé que ça. Voilà, c'est ce qu'a fait Maddox par la suite qui a déclenché le tout, en fait. Mais est-ce que c'est pas un peu facile ce côté Si, un peu. Ouais, je sais pas. Je réfléchis seulement maintenant, hein, mais je me demande quand même. Bon. C'est à la fois, comme disait Romain, c'est bien parce que ça répond bien aux questions, et on voit bien que du coup les mecs ils y ont pensé en amont. Pour autant, c'est pas ultra original, mais encore une fois, c'est un truc typique qu'on a déjà vu plein de fois dans Star Trek, sauf que là, c'est présenté d'une façon un peu différente, donc l'originalité, elle est juste dans la présentation, mais dans le fond, voilà, ce genre de truc, on n'est pas en territoire inconnu, quoi. Et surtout, je trouve, Guigui, cet épisode, quand même, ça répond quand même à une question importante, c'est une série qui est 100% feuilletonnante, hein, on n'est plus dans le Star Trek de l'époque, on n'est même plus dans Deep Space Nine, on est dans 100% feuilletonnant, donc il faut quand même essayer d'arrêter de vouloir trouver toutes les réponses dans tous les épisodes, et il faut laisser le temps à la série de poser ses pions, etc. etc. Et je te dis ça parce que il y a une scène qui est très courte qui arrive juste après, qui est la deuxième scène entre Picard et l'amiral Clancy. Et moi j'ai adoré cette scène, une fois de plus, et j'adore ce personnage, je l'aimais déjà dans le premier épisode, mais alors là je suis tombé red dingue amoureux de l'amiral Clancy, et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que moi j'ai beaucoup débattu avec des gens sur Reddit qui me disaient que cette scène était totalement manichéenne, que t'avais le gentil capitaine Picard qui était là, et que la méchante personne de Starfleet, tu te rappelles qu'il y en a vu ce débat aussi sur le podcast, était méchante et qu'elle l'écoutait pas, etc., etc. Et moi, c'est pas du tout la perception que j'avais eue quand on avait vu le deuxième épisode. Je trouvais que c'était un débat entre deux personnes qui étaient pas d'accord, certes, mais que l'amiral Clancy avait de très bonnes raisons de ne pas écouter Picard parce que son histoire ne tenait pas debout, et surtout Picard avait un passé qui jouait pas en sa faveur
dans les 20 dernières années qu'on connaissait pas. Et là, on se rend compte que l'amiral Clancy, finalement, je vais dire on avait raison, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais enfin on avait raison, Guigui, faut le dire quand même, et que l'amiral Clancy, en fait, voilà, non, c'est un chouette personnage qui a énormément de caractère. On se rend compte que le langage fleuri qu'on a beaucoup reproché en disant maintenant dans Star Trek ils disent, on se rend compte qu'en fait c'est surtout un trait de caractère de ce personnage en fait. On se rend compte que ce personnage aime utiliser un langage fleuri, puisque là elle dit un bon ferme ta putain de gueule à Jean-Luc. C'est pas la seule. Ouais, mais disons que c'est encore plus agressif dans son cas. On va dire qu'elle elle est vraiment dans l'insulte. Et puis on se rend compte que voilà, ouais, ok, je me suis trompé, je t'envoie une flotte. Et la scène, je sais pas ce que t'en as pensé, Guigui, mais moi j'ai trouvé la scène vraiment géniale. Et tu retrouves un Picard. Tu vois, autant dans le premier épisode, il avait cette image justement très prétentieuse, orgueilleuse. Autant là, il est à fond, quoi. Tu vois, il veut se battre et tout. Et il est beaucoup plus attachant. Et j'ai vraiment adoré cette scène. Et non, mais t'as raison, surtout que, comme tu le dis, on retrouve vraiment Picard dans ce qu'on connaît de ce personnage, hein, cette assurance, ce leadership un peu, ce leadership qui s'autorise à écouter les autres, hein, donc c'est quand même pas lui qui fait tout, hein, contrairement à Michael Burnham dans Discovery par exemple. Il laisse quand même beaucoup de place aux autres personnages pour exister et pour que eux amènent leur pierre à l'édifice, donc c'est un bon manager dans le sens où il arrive à tirer parti des compétences de chacun. Mais surtout, ce qui était intéressant, c'est que dans l'épisode précédent, Riker lui suggère de contacter Starfleet. Il y a réfléchi et oui, il le fait. Et il le fait. Et il y a 3 scènes dans cet épisode qui montrent le retour de Picard. Il y a le tout début quand Rios fait son espèce de petite attaque de panique parce qu'il revoit le personnage de Dash qu'il a connu par le passé, où Picard est vraiment plein d'assurance. Il lui dit ouvre un canal de communication à Starfleet, etc. T'as vraiment l'impression de retrouver le capitaine Picard pour le coup. T'as une scène. On en parlera juste après parce que je pense que ça va nous amener sur Rios. T'as la scène plus tard où il essaye de commander le vaisseau lui-même. Tu sais, il s'assoit sur le fauteuil du capitaine et il essaye de prendre le commande, puis finalement il se rappelle qu'il sait pas servir de ce vaisseau qui est beaucoup plus trop moderne pour lui. Et puis t'as cette scène avec Clancy, et j'ai trouvé que ça faisait 3 scènes du retour du Picard. Et d'ailleurs sur les forums il y a beaucoup de gens qui disent que même, alors je sais pas si c'est une illusion d'optique, mais moi je le ressens aussi, que même la voix de Patrick Stewart change depuis 2 épisodes par rapport aux premiers épisodes, et on finit par se demander est-ce que l'acteur était malade dans les premiers épisodes ou est-ce qu'il a joué le truc tellement à fond. Je suis tout à fait d'accord, et j'irai même plus loin. Il y a des mimiques, des sourires que Stewart fait avec Picard, cette espèce de sourire en coin qu'on ne le voit pas faire dans d'autres films comme X-Men, hein, pour les plus connus, que j'ai retrouvé là, quand par exemple à la fin il discute avec Rios sur son passé, là, quand il avait l'impression d'être le seul à éveiller, quand il naviguait dans les étoiles sur le Stargazer. Voilà, il y a des mimiques de jeu que sur le Reliant, pas sur le Stargazer. Ah oui, pardon, oui, exact, t'as raison. Et alors là encore, excuse-moi, puisque tu évoques ça, je suis obligé de le dire. Le Reliant, donc un vaisseau qu'on a vu dans Star Trek 2, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr que ce soit le même Reliant, mais on apprend que Capitaine Picard a servi sur le Reliant dans une scène coupée de Tapestry. Donc ça veut dire que non seulement, encore une fois, tous les gens qui disent ils ne connaissent rien à Star Trek, non seulement les mecs connaissent Star Trek, mais ils vont chercher du lore jusque dans les scènes coupées de Star Trek The Next Generation en fait. Donc là, on ne peut plus utiliser on peut ne pas aimer Picard, mais on peut pas dire que les mecs ne connaissent pas leur série par contre. La scène où Picard arrive avec Soji à bord du vaisseau et où il y a la scène où le passage où Rios bloque là, je trouvais la façon de Picard de réagir très étrange en fait, comme, enfin, il lui parle mal et il voit bien qu'il y a un problème, mais pour autant, je sais pas, j'ai trouvé vraiment étrange. C'est la seule scène qui m'a un peu gêné de l'épisode, alors, un petit peu, hein, mais et il force, allez, il lui dit pas, bah alors t'es mon collègue, t'es sûr que ça va? Mais justement, c'est là où on retrouve son aura de capitaine, de meneur d'hommes, et dit mais attends, le mec il bug, je le réveille quoi, tu vois. Et là, il est vraiment dans son rôle de capitaine, parce que bon, Rios, par rapport à la mise en scène, oui, tout est lent, etc. Donc le temps est distordu par rapport à, on ressent le malaise du personnage, mais les gens qui sont tout autour de lui, ils voyaient juste un mec qui rêve quoi, qui est planté là et à qui il se passe pas grand chose d'intéressant, d'important à première vue. Donc moi, sa réaction, elle me
je la trouve tout à fait logique. Je pense que ça rattachait aussi, Quentin, à l'épisode précédent, parce que il faut pas oublier que l'épisode précédent sur Nepenthe, si je dis pas de bêtises, est censé avoir duré quasiment 9 jours, hein, puisqu'ils te disent qu'il faut 9 jours pour que Rios arrive sur Nepenthe, etc., etc. Donc on peut imaginer que Picard, lui, sa frustration, enfin, tu vois, ça devait monter quand même en lui, le fait d'être bloqué sur cette planète, bien qu'il passait des bons moments avec son ancien équipage, mais ça devait monter, et il y a quand même une vraie notion d'urgence, hein, puisque faut pas oublier qu'il sait que les Romulins sont en route maintenant ils ont l'information, ils savent où est la planète des Data, on va les appeler les Data, et donc il y a quand même un danger immédiat, hein, puisque ils sont très en retard a priori par rapport aux Romulins. J'ai pas pensé à ça. Ouais. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment 9 jours. Il me semblait que dans l'épisode précédent... Parler de plusieurs jours, mais 9 jours, ça me paraît beaucoup quand même. Parce que par rapport, si tu fais le parallèle avec ce qui se passe sur le cube Borg, ça semble pas trop coller. T'as peut-être raison. En tout cas, ils sont en retard, et au moment où Picard arrive sur la sirène, retourne sur la sirène, il est pas sûr de pouvoir attraper les Romulins à temps. Et d'ailleurs, donc on va en parler de ce bon vieux Rios. Donc on parlait justement plus tôt dans le podcast du fait que il y a une grosse, je sais pas si c'était au début du podcast ou en off. Bon, on disait qu'il y avait une grosse coïncidence quand même dans cet épisode qui était un petit peu abusé. C'était justement le passif de Rios qui, alors non seulement le gars, il est engagé pour promener Picard pour une quête en particulier, mais dans son background à lui, c'est complètement lié justement à cette même quête. À savoir son passif avec son capitaine précédent qui aurait rencontré des synthétiques, etc. etc. Donc moi j'ai trouvé que cette coïncidence-là elle est quand même assez hallucinante, quoi. Donc Rios, il aurait rencontré une espèce de version antérieure de Dahj et de Soji. Du nom de Jana. Ouais, de Jana. Jana, ouais. Et j'ai trouvé que c'était quand même un peu abusé, non ? Tu l'as trouvé, c'est abusé en fait. Hein, ouais. Pas à discuter. Comme par hasard. C'est abusé. Je suis très partagé parce que si tu veux, moi je trouve que la scène je trouve que ce que ça amène dans la série, c'est canon. Ce que ça amène pour le personnage de Rios, c'est canon. Aussi bien par rapport à son passé que par rapport aux scènes que ça va créer avec Raffi, qui va mener une enquête avec tous les androïdes, les 8 androïdes qu'a créé Rios au sein de la sirène. Mais par contre, c'est vrai que ça repose sur une coïncidence qui est, dans l'immensité infinie de l'univers, Rios a croisé la sœur de Dahj, quoi. C'est bon, voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal avec cette coïncidence, mais par contre tout ce que ça amène derrière, j'ai tellement aimé que j'ai presque envie de leur pardonner en fait. C'est vrai que les scènes avec les 5 hologrammes, hein, c'est pas des androïdes. Oui, pardon, excusez-moi. Est vraiment super sympa, surtout qu'on en découvre encore un de plus. Donc ouais, c'est vraiment, ça fait plaisir. Et justement, du coup, dans les scènes entre Raffi et tous ces hologrammes, amènent beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour. Le jeu de l'acteur qui fait Rios, et du coup, il est vraiment, moi je le trouve fantastique, quoi. Non mais lui, il mérite un Emmy. Il mérite un Emmy, lui, il n'y a pas à discuter. Enfin, c'est hallucinant sa prestation, quoi. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, je trouve qu'il a beaucoup de charisme et il a un capital sympathie qui sied bien au grand personnage de Star Trek. Donc, du coup, franchement, j'espère que ce personnage-là va perdurer dans la franchise parce que vraiment, lui et ses hologrammes, franchement, ça le fait. Alors, j'ai pas relevé tous les noms de oui, moi non plus. Enoch, Yann, Emmett, mais j'ai pas relevé tous les noms. Il y a quelque chose, alors j'ai pas retenu les noms non plus. Il y a un nom que j'ai retenu par contre qui m'a fait, voilà, j'ai adoré. Je sais pas si t'as tilté, Guigui. Il te parle de son capitaine, hein, donc qui s'est suicidé suite à un ordre qu'il avait reçu de Starfleet. Et Picard lui dit, tu sais, à la fin de l'épisode, Picard lui dit, tu sais, j'ai pas connu vraiment ton capitaine, mais je l'ai un petit peu connu parce que c'était le premier officier d'une de mes vieilles amies qui s'appelait Martha Bethanides. Et je sais pas si t'as tilté, Guigui, mais en fait Martha Bethanides, c'est sa roommate dans l'épisode Tapestry en fait de Star Trek The Next Generation. C'est sa roommate avec lequel il tombe un petit peu. Enfin, tu te rends compte qu'il aurait pu avoir une aventure s'il l'avait vécu un peu différemment, etc., etc. C'est celui où il a son histoire sur le cœur, là. Exactement. Auquel il faisait déjà référence dans l'épisode d'avant, hein, puisque tu te rappelles. On l'a pas dit, c'est vrai. On en a pas parlé quand la petite Kestra menace de lui, enfin menace
comme une enfant le ferait, de lui tirer dans le cœur. Il lui dit, tu sais, mon cœur est en uranium, je crois, ou je sais pas quoi. C'est aussi une allusion à l'épisode Tapestry. Mais voilà, encore du bon fanservice que j'ai trouvé vraiment quali. Et j'ai trouvé ça très émouvant, moi, ce capitaine qui n'a pas supporté les ordres qu'il avait reçus, etc., trahi par Starfleet. Enfin, pas par Starfleet, hein, si je dis trahi par Starfleet, je vais encore je vais me mettre à dos les puristes, mais trahi par une traîtresse de Starfleet. J'ai vraiment trouvé cette histoire vraiment super émouvante. Picard, il dit quand même que si un Starfleet, il l'a quand même trahi parce qu'ils ont un peu trahi leurs idéaux, parce qu'ils se sont laissés aller à la peur, etc. Donc, ça marche. Et j'ai aimé le fait qu'on n'ait pas eu de flashback. En fait, c'est très bien expliqué, raconté, et ils n'ont pas besoin d'avoir recours au flashback, en fait, pour ce passage-là. Et absolument, et on parlait de Raffi, on disait que l'épisode mettait bien en valeur Raffi également, et c'est vrai que Raffi, dans cet épisode, est en mode détective, sans un peu son surjeu qu'on lui reproche parfois, sans son côté un peu... c'est un peu vieux détective alcoolique, etc. Là, j'ai trouvé qu'elle était juste passionnée par son truc, et j'ai trouvé que les scènes fonctionnaient vraiment toutes super bien, avec l'apothéose où les 8 sont là en même temps, où là, c'est quand même une performance... Les 5, pardon. Où là, c'est quand même une performance d'acteur extraordinaire. Enfin, moi, j'ai trouvé extraordinaire. Oui, parce qu'il est vraiment... le personnage, on sent qu'il peut être héroïque et en même temps vraiment drôle. Et ça, c'est un truc qui fait vraiment, vraiment plaisir. Il y a aussi la scène super intéressante, là c'est bien parce qu'on est beaucoup dans la discussion dans cet épisode. Il y a de l'action certes, sur le cube Borg, il se passe beaucoup de choses, mais on a aussi beaucoup de discussions, d'introspection, notamment entre Soji et Picard, où ils parlent de data. J'ai trouvé que cette scène était aussi assez émouvante, assez juste, et montrer encore une fois quelque part je trouve une bonne compréhension du personnage de Picard quand justement Picard reconnaît que lui-même comme Data finalement sait assez peu exprimer ses émotions et les explorer, même si c'est on va dire c'est plus ou moins vrai quand même, c'est toujours un personnage qui a été montré comme étant froid et distant et qui avait du mal un peu à se rapprocher des autres, c'est un peu son parcours à ce personnage-là dans la nouvelle génération. Donc ouais, que le fait que le personnage de Picard s'ouvre, en débatte à cœur ouvert avec Soji, en parlant de Data, en se demandant qu'est-ce que Data pensait de lui, j'ai trouvé ça vraiment très très émouvant. Elle est méga émouvante cette scène, extrêmement bien écrite également. Je trouve qu'elle est digne des scènes du premier épisode. Il y a beaucoup de gens qui continuent de dire que le premier épisode était le meilleur. Je trouve que cette scène est digne des scènes du premier épisode. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la fin de la scène quand Soji lui dit il vous aimait. Et elle lui dit, elle l'affirme, c'est pas une question, elle lui dit he loved you, il t'aimait en fait. Et moi ça a répondu un peu une question que j'avais en suspens depuis pas mal de temps. Tu sais, on se demandait un peu pourquoi quand alors je confonds les deux à chaque fois que Dieu me pardonne, que les dieux romulains me pardonnent, la première androïde qu'on a rencontrée, dès qu'elle a été en panique, elle a eu des visions de Picard et l'instinct qu'elle pouvait lui faire confiance. Or, quand c'est le cas de Soji, elle n'a pas le même réflexe, elle se méfie de Picard, et on se demandait comment ça se faisait que le premier androïde avait eu tout de suite la vision de Picard et pourquoi le deuxième androïde ne l'avait pas. Et finalement, moi, ma théorie, c'était de dire, elle l'a peut-être également, mais simplement à ce moment de l'épisode, elle a tellement perdu tous ses repères, elle est beaucoup plus en détresse que ne l'était sa sœur dans le premier épisode, et du coup, elle a tellement perdu ses repères qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, en fait, si tu veux. Elle n'est pas sûre de ce qu'elle croit elle-même. Et le fait qu'elle lui dise « He loved you », moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, elle ressent également les émotions de Data, comme les ressentait sa sœur, mais qu'elle avait décidé de les occulter, et à ce moment-là, elle révèle en disant « il t'aimait », qu'elle ressent également les émotions de son père, comme sa sœur ressentait les émotions de son père. Et d'ailleurs, je vais revenir un peu sur ma théorie qui fait que peut-être l'intelligence artificielle de la civilisation ancienne aurait pu donner naissance au Borg. Je me dis que c'est peut-être une des raisons qui fait que Soji a été envoyé sur le cube Borg pour enquêter, pas seulement Ramda. Quel intérêt Maddox aurait eu de savoir qu'est-ce qui a causé la défaillance de ce cube Borg via Ramda? J'allais vous demander un peu en fait justement. En gros, c'est pour savoir pourquoi les synthétiques ont été interdits. Bon, on le sait pourquoi ils ont été interdits, à cause de ce qui s'est passé sur Mars.
Mais l'idée, c'est de savoir pourquoi les synthétiques, en gros, ils ont pété un câble, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bon, ils ont fait ce qu'ils ont fait à cause du Zadvash, qui se sont dit, bon, on va tout déquiller. D'ailleurs, c'est très bien expliqué. Le plan de haut est assez clair. Mais du coup, pourquoi Maddox, il envoie ça sur Soji enquêter sur le cube Borg ? Alors, moi, je pense, Guigui, que c'est en effet à cause de Ramda. Je pense qu'on ne sait pas, en fait, à quel point Maddox était au courant du complot. Mais on sait qu'il enquêtait dessus. Donc, il est possible qu'il avait à peu près le même niveau d'information qu'avait Raffi. Donc, il connaissait le conclave des 8, en fait. Et sachant que Ramda faisait partie du conclave des 8, et sachant que c'est le seul personnage dont il a pu retrouver la trace, puisqu'elle est fichée, puisqu'elle fait partie des ex-Bees, comme ils les appellent, des ex-Borg, je pense qu'il a envoyé Soji sur le vaisseau pour enquêter sur Ramda. D'autant que le premier truc qu'elle demande à faire quand on la rencontre, c'est de rencontrer Ramda, en fait, si tu veux. Ça vient d'elle, en fait. Donc, je pense que moi, c'est ça. Et du coup, tout se recoupe, en fait. Pourquoi on parle de Ramda si tôt dans la série ? Pourquoi elle est là ? Et pourquoi Maddox l'a envoyée sur le cube Borg ? Ouais, je pense que t'as raison. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur la scène Picard-Soji, qui est vraiment une très 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 belle scène, finalement on voit pas, je trouve que l'épisode est vraiment bien découpé entre tous ces personnages, et c'est pas Picard qui est forcément au centre tout le temps, et pourtant il a vraiment des belles scènes de dialogue. J'ai bien aimé aussi le moment où il discute avec Rios, et le moment où il discute avec Jurati, qui est pourtant un personnage que j'aime vraiment pas beaucoup. Et je trouve que ces 3 scènes de dialogue-là, elles sont vraiment très très efficaces. Alors, c'est peut-être l'écriture aussi, mais j'aime vraiment beaucoup ces 3 scènes-là. Je te rejoins complètement, Quentin, et je trouve que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que je trouve l'écriture de cet épisode beaucoup plus organique. Je trouve que les choses s'enchaînent de manière beaucoup plus naturelle, et c'est marrant parce que Guigui, d'habitude, quand on fait ce podcast, tu le découpes en séquences qui sont très très claires. Alors il y a 7 séquences, il y a 7 séquences, il y a 7 séquences, et là on se rend compte qu'on est absolument incapable de le faire en parlant de cet épisode, parce que finalement tout s'enchevête, tout est connecté, et on a moins cette impression de séquence, on a plus l'impression qu'on nous raconte une histoire, et c'est peut-être, en effet, pour revenir sur le point de Martin la semaine dernière, c'est peut-être cette unité d'auteur qui fait que, je sais pas, je trouve cet épisode beaucoup plus organique que les épisodes précédents. Je trouve que d'un point de vue d'écriture pure, c'est le meilleur épisode qu'on ait eu jusqu'à présent. Avec le premier, je suis assez d'accord. Et il y avait aussi cette fluidité-là dans le 4, que pourtant je n'aime pas trop le 4 qui était autour de Elnor, là, mais le 4 qui était aussi uniquement scénarisé par Chabon, en fait. C'est peut-être ça. Absolument, Quentin. T'as tout à fait raison. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la rédemption, en dire à minima, de Jurati ? C'est un peu facile aussi, je trouve. C'est un peu rapide. Clairement, la nana elle dit c'est bon, finalement je vais me tenir tranquille maintenant. Et puis bon, il la laisse oui d'accord, on va pas te mettre dans une cellule en attendant, pas de problème, viens avec nous. C'est ça, okay. C'est pas tant la rédemption de Jurati qui est facile, c'est à quel point les membres de l'équipage sont en mode ouais ok, no problem, viens boire un verre à la maison. C'est un peu ça qui est dérangeant. Après Star Trek, ça a toujours parlé du pardon, de la seconde chance, etc., donc c'est assez fidèle à la série. C'est pas parce qu'elle dit quelque chose qu'elle pourrait pas ne pas recommencer, hein. Comment lui faire confiance, moi je pense que là, Raffi, elle a raison. C'est pas faux, mais j'ai trouvé finalement que ça correspondait au personnage de Picard, de lui pardonner aussi rapidement. Peut-être qu'il manque un peu sur cette belle scène de dialogue là où ils sont tous les 5 autour de la table, vers la fin de l'épisode justement, il manque peut-être un peu de dialogue sur ce que les autres en pensent. J'aurais aimé vraiment que les autres donnent aussi plus leur... qui nous disent un peu ce qu'ils en pensent de cette rédemption. Ça me paraît un peu facile, un peu rapide en fait. Il manque peut-être 5 minutes en plus pour justifier le truc, quoi. Elle fait un peu genre je suis pas trop bien, je m'excuse, je me fais petite. Mais ça me paraît un peu... Pour Picard, je l'entends, je le comprends. J'aurais aimé juste avoir un peu maintenant que c'est quand même... Là, j'étais content de les voir tous les 5. Il manque bien évidemment Elnor et peut-être Seven. Mais j'étais content de les voir ensemble et j'aurais aimé juste une vraie conversation à 5 autour de ça, peut-être. Là, je pinaille, mais tant qu'à faire. Non, mais moi je trouve que c'est pas pinaillé. Je trouve que c'est assez important, surtout que ça aurait pu mettre en lumière le fait que quelque part, elle ne serait pas totalement responsable de ses actes,
du fait de la fusion mentale, du fait de cette espèce de manipulation de ce message d'une civilisation ancienne qui agirait comme une espèce de virus mental. Je pense que ça aurait été intéressant. Et d'ailleurs, pour revenir sur O, donc on a finalement la meilleure explication possible pour concilier toutes les théories. C'est en fait une hybride Romulano-Vulcaine. Donc voilà, c'est plié. Pourquoi elle a des lunettes de soleil, qui fait de la fusion mentale, tout est si simple. Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Exactement. Et si on parlait de Seven of Nine un petit peu? Et justement, j'allais y venir. Parce que est-ce que vous avez quand même, j'imagine, eu comme moi un petit frisson quand finalement elle a commencé à décider à créer un mini collectif. C'était assez flippant. Bon, ça va pas durer longtemps. D'ailleurs, c'est une très très bonne idée de la part des Romuliens de tout foutre dans l'espace. Ouais. Par contre, moi, il y a quelque chose que j'ai noté, c'est qu'à un moment donné, quand Elnor demande à Seven s'il va être assimilé lui aussi, elle dit que Annika a quelque chose d'autre à faire encore. Comme si c'était le Borg qui parlait et qui, justement, parlait de Seven à ce moment-là. C'est une super scène. C'est une super scène qui... comment dirais-je ? C'est une super scène qui est décevante en fait. C'est une super scène qui est décevante parce que depuis le début de la série, on se dit qu'à un moment donné, ce vaisseau Borg va partir en couille et que, à force de jouer avec les démons, ils vont se faire attraper par les démons, quoi. Et finalement, on se rend compte que ce payoff arrive, c'est-à-dire finalement, ça part en couille. Sauf que finalement, les Romuliens arrivent à se protéger très bien, très efficacement, en balançant tous les Borg à l'extérieur du vaisseau. Et finalement, cette scène, quand même... impactante de We Are Borg, etc., ça dure 2 secondes et la menace est immédiatement annulée, quoi. Donc j'ai trouvé la scène fun, mais elle m'a pris à contre-pied quand même, parce que j'ai pas eu la séquence que j'imaginais où tous les Romuliens du vaisseau allaient se faire assimiler, allaient se faire déchiqueter, etc. Donc je suis encore un peu partagé sur cette scène. J'attends de voir ce que ça va donner par la suite. Moi je trouve qu'on voit, même en voyant les limites un peu du côté technique visuelle, je trouve que c'est quand même, ça a vraiment de la gueule quand même. Alors c'est de nuit, du coup c'est facile, mais visuellement au niveau des effets spéciaux et tout, je trouve que ce passage là il est vraiment bien mené. Est ouf. Ouais, franchement il est ouf quand on est à l'extérieur du vaisseau Borg et que tu passes à travers les nuages de drones Borg qui sont... Le passage est ouf. Un peu, d'ailleurs, tiens, tu me fais penser à un truc, Quentin. Le passage est ouf, un petit peu contradictoire avec Star Trek First Contact qui nous disait que des drones Borg étaient capables de survivre dans l'espace et de continuer à vivre. Bah oui, parce qu'on les voit trifouiller l'espèce d'antenne sur l'Enterprise. Exactement. Après, une fois de plus, je vous ai dit en début du podcast qu'il fallait arrêter de critiquer la série sans voir la suite. C'est pas totalement impossible que Seven récupère ses drones avant de partir. Hein. On ne sait pas si les drones sont définitivement hors d'état de nuire. En tout cas, c'est pas parce qu'ils sont dans l'espace qu'ils sont forcément morts, mais en tout cas, ils sont pas dans le cube. Donc, ils sont moins une menace, du coup. C'est sûr. Donc, voilà, ils sont hors d'état de nuire. Mais ils pourraient très bien revenir, tout à fait comme tu le dis, parce que c'est pas l'espace qui forcément pourrait les tuer, à moins que ils soient quand même dans un stade assez affaibli parce qu'ils viennent de se réveiller, parce qu'on sait pas ce qu'ils ont foutu sur ce cube pendant des années, donc il est pas impossible non aussi que ça leur soit fatal. C'est possible. Tiens, Guigui, excuse-moi, j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure quand on parlait des scènes avec Rios et Soji. Il y a avec Daj, putain, excusez-moi, à chaque fois je confonds avec Daj, donc. On a aussi la confirmation avec cette scène de Rios que c'est un des débats qu'on a vu avec Martin la semaine dernière, si tu te rappelles, Guillaume, c'est que on nous avait dit que les drones étaient créés, les droïdes étaient créés par paire, mais on nous avait pas forcément dit qu'il pouvait pas y avoir 2 paires du même androïde. Et cette fois, on a la confirmation définitive qu'il n'y a pas que 2 Soji et Daj, il y en a peut-être 4, 6, 8, un peu comme dans Battlestar Galactica. Ça se trouve, on va arriver sur une planète qui va être composée de milliers de Daj et de Soji, en fait. Et d'ailleurs, moi je me demande si on n'aurait pas aussi un personnage avec les traits de Brent Spiner qui jouerait un robot qui serait vieux, et du coup hop, Brent il pourrait se pointer et jouer un autre rôle encore. Ouais, ou le patriarche de... Ça serait énorme, hein, le patriarche du... De la part de Maddox, ça serait un clin d'œil assez logique finalement, vu l'admiration qu'il avait pour son...
Alors on va pas se mentir, hein, il reste 2 épisodes qui vont être, à mon avis, ça va être un épisode, un double épisode. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ça va être un double épisode. Et bon, bah tous les paris sont ouverts pour savoir. Il y a quand même eu énormément de guests dans cette série. Tous les paris sont ouverts pour savoir qui vont être les derniers guests à apparaître. Je serai Worf, Laforge, Brent Spinner. Enfin, on est obligé de se poser la question quand même. Hein. Troy et Riker, évidemment. Bon, on se pose la question. Hein. Non, moi je pense que Troy et Riker, ils vont rester sur leur planète tranquillou. On les reverra sûrement dans une autre saison. Mais moi je vois bien, quand Clancy parle de l'armada qui se pointe sur Deep Space 12, j'imagine bien l'Enterprise dans cette armada. Mais il y a quand même un truc qui me fait penser que Troy Riker, un point scénaristique, c'est que, comme tu l'as très bien dit, Clancy envoie son escadron sur Deep Space 12, sauf qu'entre-temps, Picard a dû partir en urgence vers la planète des Data. Ce faisant, Clancy ne sait pas où est la planète des Data. La seule personne autre que Picard et les membres de la Sirène qui savent où est cette planète, c'est Riker et Troy, puisque c'est leur fille Kestra qui avait deviné la position de la planète. Donc c'est peut-être la seule chose qui pourrait faire que Riker réintervienne d'une façon ou d'une autre. Après, personnellement, j'ai pas forcément envie de les revoir, en fait, mais bon. Non, mais tu sais, c'est des trucs de geek à la con. Hein. C'est que Oui, non, mais... Tu sais, nous, on est des âmes sensibles. Hein. Dès qu'on revoit nos petits personnages d'enfance, on a la larme à l'œil, la goutte au nez, voilà, quoi. Mais après, c'est vrai que l'adieu le au revoir de l'épisode précédent, il m'a paru vraiment rapide, comme si c'était déjà prévu qu'on allait les revoir, peut-être la saison prochaine ou quoi. Je trouve que mais je pense que de toute façon, avant la fin de la série, il y aura bien un épisode réunion avec tout le monde. C'est obligé. Ouais, ça serait dommage de pas le faire, quoi. C'est quand même, ça reste pour moi, au-delà de la médiocrité, ça reste quand même la principale erreur qui a été faite avec les nouveaux films Star Wars, c'est de ne pas avoir été foutu de faire une scène qui réunissait les 3 personnages historiques. J'espère ça serait quand même dommage qu'ils fassent un peu la même erreur sur Picard, quoi. Je trouverais ça un petit peu dommage. En tout cas, on a un beau payoff qui se prépare, hein, parce qu'on a toute l'armée romulanaise qui va arriver sur la planète des Data. On aura les Data eux-mêmes, on aura la Sirène, on aura Seven avec son cube Borg, ça m'étonnerait qu'elle se pointe pas sur la planète, et on a l'escadron de Starfleet. Donc je sais pas ce que va donner ces 2 derniers épisodes, mais potentiellement, on a moyen d'avoir un putain de truc bien épique à la Deep Space Nine dans ces 2 derniers épisodes. Ah, ça serait tellement bien. Et j'espère vraiment qu'on verra l'Enterprise, hein, c'est clair, avec le Captain Worf, ça serait super top. Alors du coup, par rapport à ce qu'on disait en début d'épisode, alors Quentin et moi, on pense que effectivement, ça sera une histoire en 3 actes. 3 actes, ouais. Que ce soit au niveau du récit ou au moins au niveau thématique. Du coup, moi, je pense qu'effectivement, l'histoire, elle va avoir une conclusion par rapport au synthétique à la fin de cette saison 1, mais pour autant, l'histoire va se continuer. J'imagine bien un rebondissement, un cliffhanger qui fait que le récit va rebondir pour une saison 2 dans une autre direction, tout en étant rattaché à ce qui se passe dans la saison 1. Mais toi, Romain, tu donnais l'impression de dire que pour toi, l'histoire, elle serait bouclée au 10e épisode, en fait. Disons que quand même les 99% de ce qui a été amené dans cette saison devrait prendre fin dans le dernier épisode, puisque comme je te dis, on arrive sur ce payoff, tous les personnages vont se rencontrer, on va savoir qui est sur cette planète des androïdes, donc à mon avis, tout va se terminer. Le seul point qui peut permettre de rebondir, de suivre ce scénario sur les saisons suivantes, c'est en effet qui est cette race qui menace en gros l'univers si une fois qu'ils savent que les androïdes sont là. Pour moi, c'est à ça que je pense en fait. Je pense qu'en fait le vrai sens de l'histoire, ça va être ça en réalité. Peut-être, mais à voir comment ils vont amener ça, parce que j'ai quand même moi je serais quand même très surpris que les frères Romulins survivent indemnes au dernier épisode. Bon, le cube Borg, Seven, etc. Bon, je pense pas que Seven va rester dans son cube Borg pendant 3 saisons, si tu veux. Donc voilà quoi. Je suis pas sûr que. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on va terminer sur un cliffhanger au sens un truc un peu à la Best of the Both World, où à la fin ça va être genre tata, Picard est devenu quelque chose et tout. Je pense qu'on va être quand même sur une conclusion, sur une conclusion partielle, mais une conclusion. En tout cas, les paris sont ouverts.
Il faut quelque chose qui remotive Picard pour le relancer dans une autre aventure en saison 2 dans ce cas. Je suis d'accord avec toi, puis tu sais que je sais pas si tu nous as écouté sur tous les précédents podcasts. Moi, il y a quand même un truc qui m'inquiète et on en avait déjà parlé, c'est que Michael Chabon quitte la série. Or, moi, je trouve quand même on sent quand même de la brillance dans cette série. Voilà, on peut en discuter, mais il y a quand même des moments d'écriture de brillance. Et c'est vrai que le fait qu'il quitte la série, moi, m'inquiète un petit peu. Mais sachant qu'il quittait la série, est-ce que du coup, lui, il a quand même conclu son histoire? Ah ouais. Je sais pas, on verra. À voir. Ouais, peut-être. En espérant qu'il garde le même équipage, du coup. Oh bah ça c'est sûr, je pense. Hein. Ça m'étonnerait qu'ils changent les personnages. Non, En mais tout c'est cas- une question légitime, hein, Guigui, parce que la question de Quentin est légitime, parce que même l'équipage, il est quand même directement lié à cette mission Ah oui. comment dirais-je, cette mission secrète c'est pas secret, c'est pas le bon mot, mais c'est-à-dire qu'à partir du moment maintenant où Starfleet est dans la loupe, Picard n'a pas vraiment de raison de rester sur un vaisseau civil, tu vois ce que je veux dire, Guigui? Donc, si on apprend dans le dernier épisode qu'en effet il y a une menace terrible, etc., et que Starfleet accepte les explications de Picard, ce que semble être le cas puisque Clancy accepte de lui envoyer une escadre, même ça, en effet, ce vaisseau civil n'a plus vraiment de raison d'être. Donc, même ça, je trouve que la question de Quentin, quand même, nous interroge, quoi. J'ai du mal à imaginer qu'ils se débarrassent du casting au profit d'un autre. En tout cas, avant de conclure, on va écouter les capsules de Marina, puis de Manu. Captain, incoming message. Alors, j'ai trouvé l'épisode très efficace et très très bien ficelé. Le début de l'épisode m'a fait penser au rituel druidique très New Age, Stone Age et même à Outlander ou au bouquin de Marion Zimmer Bradley, Les Brumes d'Avalon, que je lisais lorsque j'avais une vingtaine d'années. Le Zadvash a les mêmes vêtements que les druides. On découvre aussi les liens qui unissent Narissa, O et la Romulienne mystique qu'on a découverte sur le cube. Et je trouve que les liens font sens et expliquent beaucoup l'intrigue. Toutes ces scènes sont très efficaces. Alors j'ai trouvé que 2 scènes particulièrement étaient très très spectaculaires. La scène du début, qui fait très rituel druidique sur une planète éloignée, avec toutes ces femmes qui deviennent folles en ayant ces visions, et puis il y a les élus. Et la deuxième scène que j'ai adorée et trouvée très très efficace, c'est la scène où Seven se reconnecte au collectif. La manière dont les câbles se connectent à sa colonne vertébrale, comme une véritable reine Borg qui se réveille et qui réveille les Borg. Voilà, la scène est très bien tournée. Elle dure 30 secondes, mais elle est magnifique. Après, au niveau des personnages et de leur développement, je trouve qu'ils y trouvent tous leur compte, y compris Narissa, qui a de très très bonnes scènes maintenant que son frère n'est plus dans les parages. Concernant les autres personnages, mention spéciale à Rios, qui a un développement très intéressant. J'ai beaucoup aimé aussi la sobriété dans le jeu de Jurati et de Raffi. Alors, à noter une scène très drôle que j'ai beaucoup aimée, c'est lorsque Raffi interroge tous les hologrammes de Rios pour le comprendre. Donc une scène proche de la psychanalyse, très très bien tournée avec tous les hologrammes. Moi, je trouve que tous les personnages en sortent grandis. Mais ce que j'ai aimé par-dessus tout dans cet épisode, loin des scènes spectaculaires, c'est en fait les dialogues de Picard avec Rios ou avec Jurati. Il montre beaucoup, beaucoup d'humanisme et de qualité humaine. Il est philosophe dans sa foi dans l'humanité et l'espoir qu'il place dans l'être humain. Il n'est jamais dans le jugement, mais dans la bienveillance. Et en fait, Picard est réellement un humaniste qui croit en l'humain, fait confiance en Jurati, par exemple, pour se livrer aux autorités. Et là, en fait, je retrouve The Next G par ces scènes très calmes, mais en même temps très, très intenses, et toutes les valeurs humanistes, voilà. Et le discours à la fin de Picard à Rios, c'est très, très beau. Alors c'est un épisode que j'ai encore aimé, que j'ai même beaucoup aimé, si je puis dire, puisqu'il a l'avantage certain d'être le premier depuis longtemps à ne pas se baser sur le retour plus ou moins important d'un personnage au cœur de l'épisode, un ou plusieurs personnages. Et ici, on a plutôt le sentiment que les différentes intrigues se croisent et se retrouvent de façon plutôt organique. Ça marche très bien, j'ai aimé à peu près tout dans cet épisode, qui pourtant use beaucoup d'exposition, notamment pour la partie sur la fameuse création des Zadvash.
Mais voilà, je trouve que pour l'instant ça fonctionne. Alors j'avais beaucoup aimé Rios et ses hologrammes dans les autres épisodes. Ici j'ai été bien servi. Je trouve que ça marche très 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 bien. Le personnage de Soji prend un peu plus de corps, puisqu'ici elle était plutôt en retrait, et là on commence à découvrir le personnage. Ça donne vraiment tout ça une impression d'une saison de chauffe ou une saison d'introduction. C'est peut-être un petit peu dommage, on aurait voulu être projeté dans le cœur de l'action un peu plus vite, mais en tout cas ça commence à bien marcher. Et bien sûr on a le nouveau retour de Seven et cette partie Borg sur le cube que j'ai adoré de mon amour pour les Borg et pour Seven of Nine, avec cette quasi promesse même au cours d'un dialogue d'un spin-off sur le personnage et sur les Fenris Rangers. Mais voilà, j'ai aimé la mise en situation, le fait de devoir recréer un sous-collectif Borg et les sacrifices que ça demande de chaque côté. Je trouve que ça marche très bien, c'est très raccord avec ce qu'on connaît du personnage par le passé et avec l'évolution qu'elle a pu avoir depuis. Donc voilà, plutôt très satisfait de cet épisode, j'ai hâte de cette fin de saison. Et il nous reste encore 2 épisodes, mais je pense que ça va être du même acabit, ça va un peu s'accélérer par rapport au début. Donc voilà, on est sur une bonne lancée. Donc merci Capitaine Manu et merci Marina pour vos avis à vous. Tu sais, Guigui, je repensais à ce que tu disais juste avant les capsules et je me dis, ils peuvent garder l'équipage, mais ils peuvent par exemple décider d'en faire un équipage de Starfleet, puisqu'après tout, Raffi est une ancienne agente de Starfleet, Rios est un ancien agent de Starfleet, donc on pourrait imaginer que Picard se retrouve avec Mais c'est exactement ça que je pensais, surtout en voyant la photo de Rios en uniforme. J'adorerais ça en fait. Je me dis, remettre Rios, Raffi et pourquoi pas Soji dans un cadre de Starfleet, ça pourrait être vraiment intéressant. Est-ce que le charme du coup de cette série Picard, c'était pas de s'émanciper de ça ? Bah si, mais d'un autre côté, y revenir, ça peut être aussi tout à fait intéressant. Pourquoi pas, je reste... Ça fait vraiment chier que Chabon s'en aille quand même, parce que ça faisait quand même longtemps qu'on n'avait pas eu des auteurs de bon calibre sur des séries Star Trek. Or, les séries Star Trek sont quand même nées avec des grands scénaristes de science-fiction qui écrivaient pour la série. Et ça a continué, puisque voilà, c'est pas un hasard si des mecs comme Ron Demour ont fait Battlestar Galactica, Outlander, etc. Et ça fait quand même vraiment chier qu'il s'en aille, parce que... Je sais pas, il a quand même une patte, ce bonhomme. Il y a 1000 reproches qu'on peut faire à Picard, hein, moi ça me dérange pas du tout, mais il a quand même un truc, ce bonhomme, je trouve. Alors, avant de nous quitter, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Non, pas forcément. Je suis très curieux de voir du coup ces 2 derniers épisodes, pour savoir quand même en 2 heures un peu justement ce qu'ils vont boucler ou pas. Il y a beaucoup de choses quand même. On se rend compte que là, quand même, sur cet épisode 8, c'est pas mal quand il n'y a pas Narek, hein, parce qu'il n'y a pas du tout Narek dans cet épisode, et quand il est pas là, c'est pas mal aussi. Et comme quoi, on peut être vraiment... Moi, j'étais vraiment agréablement surpris, on en a déjà parlé, mais de Narissa, en qui je croyais pas du tout, elle me saoulait à chaque fois, et là, je l'ai trouvée vraiment très charismatique et très intéressante sur cet épisode-là, alors qu'on la voit finalement pas tant que ça. C'est surtout de l'action en plus. Mais là c'était un chouette épisode, donc non, c'est bon pour moi. Moi perso, plein d'attentes sur le dernier épisode, d'autant que Amazon le fait pas, mais CBS All Access aux États-Unis diffuse un teaser de l'épisode suivant. Or là, ils jouent vraiment la carte de la surprise à fond. Le teaser est quasiment, c'est que des images subliminales, si tu veux, tu vois quasiment rien. Et du coup, on va arriver sur un épisode vraiment plein d'incertitudes, avec aucune connaissance. On sait absolument pas qui vont être les stars invitées, etc. Et du coup, ouais, j'aimerais être vendredi, pour tout te dire. Ouais, je suis tout à fait dans le même état que vous. J'ai vraiment hâte d'être à la semaine prochaine. Donc là, je vais vous laisser avec une chanson parodique, comme d'habitude, qui est... pour rendre hommage un peu à nos grands absents qui sont les Klingons, parce que c'est quand même la première fois qu'une première saison de Star Trek se déroule sans aucun Klingon. Ça n'était jamais arrivé. Et donc j'avais un peu envie de leur rendre hommage avec cette musique de fin qui est Klingon Style par Comedy Diva. Longue vie et prospérité. Salut tout le monde. Salut. Open Klingon Style. Klingon Style. Rotan, Ikusaka Plajeja. Yuhidatu, Shakaler, Kuku, Gelbin, Bajamau, Nuhosta, Nick, Pormak, Matmak, Shuku, Hamarush, College, Hines, Koplaje, Kuda Marush, Waja Porma Kopla. Take with shot English.
Program complete.